Ce que je comprends de cette attaque-là, c'est une adaptabilité beaucoup plus rapide qu'avant. Nous, on pense au pire pour ne vivre que le meilleur. Aujourd'hui, si je suis dans un métier où il y a beaucoup de créatifs, j'ai pas envie que ce soit l'IA qui génère la nouvelle collection de pullovers. C'est les LLM qui ont un peu changé le game. Et la question, c'est LLM, pourquoi faire? Le contenu de nos PDF, maintenant, on ne les contrôle même plus. Cette stratégie, elle est quand même encore pilotée par un être humain aujourd'hui. Les deepfakes aujourd'hui, je me rappelle en avoir fait un pour faire de la démonstration il y a 2 ans. Si je le ressors aujourd'hui, mais je suis ridicule. C'est ça. Aujourd'hui, on a peur de recruter un espion, clairement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, réellement, quand c'est étatique ? Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec SentinelOne. On va parler de la cybermenace à l'ère de l'IA, un outil de cybercrime de masse, point d'interrogation, puisqu'on va répondre à cette question. Avec moi, 3 experts qui vont répondre à mes questions et qui vont pouvoir peut-être vous apporter des éléments de réponse. Je vais commencer notamment par les introduire. Fatima Djoubar. Bonjour, Fatima Djoubar, je suis RSSI d'un groupe hôtelier. David Le Carpentier. Bonjour, David Le Carpentier, RSSI de Natran, transporteur d'énergie. Et François Barrère. Bonjour, François Barrère, je suis avant-vente chez SentinelOne. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour justement répondre à cette question de l'IA. Ça fait quand même quelques temps qu'on traite le sujet, mais il y a eu des nouveautés cette année. Et donc je voulais partager notamment quelques nouveautés avec vous. Alors, je suis tombée sur une histoire, celui d'un cheval de Troie nommé Just Ask Jackie, rendu complètement indétectable par un virus, le tout grâce à l'IA. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que cette histoire révèle de l'état de la menace? On en est où vis-à-vis de l'augmentation des attaques par IA? Alors, Just Ask Jackie, c'est un logiciel qui paraît bienveillant. Just Ask Jackie, c'est un logiciel, vous l'installez, et il y a Jackie qui arrive. C'est un petit personnage de cartoon et qui vous rend plein de services, qui vous donne des recettes de cuisine, qui vous aide à embellir des images, qui vous aide à faire des PowerPoint. Et en plus, Ask Jackie, elle le fait très bien tout ça. Le problème derrière, c'est que finalement, elle fait pas que ça, Jackie. Jackie, aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on a découvert finalement cet été. Donc c'est vrai que moi, si on m'avait posé la question sur l'utilisation massive de l'intelligence artificielle dans le cybercrime, j'aurais peut-être eu il y a 6-9 mois une réponse un peu différente en disant que c'était peut-être des choses qui étaient relatives, pas de la science-fiction, mais plutôt de POC ou sur des phases de reconnaissance ou pour mieux calibrer le phishing, ainsi de suite. Mais là, finalement, on arrive quand même sur un niveau de sophistication un peu plus grand. Parce que finalement, ce logiciel, il a l'air tout à fait, pour n'importe quel utilisateur, même averti, il a l'air bénin finalement. Il y a des jolis termes de conditions, c'est traduit dans toutes les langues, ainsi de suite. Et puis finalement, ce que Jackie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle installe une petite tâche planifiée qui vient lancer une commande JavaScript offusquée, et puis qui commande à un moment, qui communique avec un serveur distant, et qui commence à exfiltrer des informations. C'est classique, des cookies, des credentials, des informations, ainsi de suite. Et là, finalement, c'est que ce JavaScript offusqué, finalement, on s'est rendu compte lors d'une réponse à incident chez un client qu'il avait été un peu généré à la volée. Alors quand je dis généré à la volée, plus précisément qu'il a été testé à la volée. Donc une fois que Jackie s'est installée, elle regarde un peu ce qui se passe sur le poste, elle collecte des informations, y compris les systèmes de sécurité que vous avez, et en fonction de ce que vous avez, elle génère peut-être son JavaScript offusqué de façon un peu différente, et du coup, elle aussi, elle se teste elle-même. Donc elle se teste sur des sites bien connus qui recensent l'ensemble des antivirus du marché, et du coup va, en fonction de la solution que vous avez installée, va décider de lancer telle version ou telle version. Donc une double utilisation finalement pour moi de l'IA sur cet exemple, pour déjà l'utilisation en tout cas côté attrayant pour l'utilisateur d'utiliser l'IA, d'avoir un outil simple, facile à utiliser, qui rend bien le service. Et puis derrière, l'IA qui, quand même aussi, fait son œuvre pour infecter les machines. Et après, quand on a essayé de remonter le fil aussi sur cette attaque, on s'est aperçu quand même que Jackie, elle n'était pas toute seule, qu'il y avait aussi d'autres copains alors j'ai plus le nom en tête de tous ces logiciels, mais je crois qu'il y avait un AppSuite, donc c'est un logiciel pour convertir des fichiers PDF. Donc, je pense qu'on essaye tous de convertir des fichiers PDF, donc c'est une demande assez récurrente. Et finalement, et puis on en a trouvé à peu près 36 comme ça finalement. Et tous ces logiciels, à la fin, ils communiquent avec le même serveur, avec le même DNS, et ils exfiltrent finalement au même endroit. Donc vraiment une campagne massive, générée par l'IA,
piloté par l'IA, entre guillemets, mais aussi piloté par des êtres humains. Parce qu'on voit aussi que sur la temporalité, c'est une campagne qui a duré 60 jours. Pourquoi elle a duré 60 jours ? C'est parce qu'une pub Google, quand vous souscrivez par défaut à une pub Google pour promouvoir l'outil, c'est 60 jours. Alors, du coup, moi, ce que je comprends, parce que tu as donné quand même une timeline, c'était de dire, il y a 9 mois, j'aurais pas dit la même chose que ce que je dirais aujourd'hui par rapport à l'IA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les 9 derniers mois, on a vu une montée fulgurante. Et est-ce que vous, côté, je dirais, client, vous l'avez ressenti ? On a vu beaucoup d'attaques, et principalement sur la partie phishing où on a 2-3 messages où c'est vraiment un échange très lambda, une discussion, et après coup, on a une URL ou un QR code ou whatever qui arrive. Et c'est là, on a cette nouveauté-là où on a d'abord une vraie discussion, un vrai chat, et pareil, c'est du comportemental pour tester un peu les gens qui reçoivent ce genre d'attaque, et on essaye de gérer cette partie-là, mais pour l'instant, la partie Security Mail Gateway, on commence à essayer d'optimiser cette partie-là. C'est pas aussi évident qu'on le pensait. Ouais, je confirme. Moi, je vois aussi une augmentation des phishing réussis. Oui. Qui passent et qui franchissent évidemment nos protections, avec une sophistication qui est redoutable. Et donc nous, très concrètement, on entraîne nos collaborateurs sur des niveaux de phishing et plutôt complexes, à la limite du spear phishing, pour être quasiment sur un équivalent du niveau des attaques. C'est fini les phishing avec des fautes d'orthographe, des logos mal faits, voilà. Ou dans une temporalité qui n'est pas appropriée. Donc ça, c'est une réalité qu'on voit. Est-ce que tout est fait grâce à l'IA ? Probablement que ça y contribue, ce sont des accélérateurs. Mais oui, on voit des effets notables, notamment sur cette partie-là. Et il y a le sujet aussi de se dire que nous, on s'approprie l'IA pour nous simplifier la vie, mais des gens malveillants le font également, et là, ça en est un exemple. Mais la question, c'est aujourd'hui, l'une des promesses des EDR, c'est de gérer toute la partie comportementale. Donc la partie comportementale n'est pas nouvelle, mais de ce que je comprends de cette attaque-là, c'est une adaptabilité beaucoup plus rapide qu'avant, de ce que je comprends. Alors encore, comment on l'a détecté finalement, ou comment on s'en est rendu compte sur les signaux faibles, c'est grâce au comportemental justement. D'accord. Parce que du coup, l'analyse statique, justement, ce logiciel, justement, il a fait en sorte de l'évader, en fait, de le bypasser, en se testant lui-même finalement sur l'ensemble des antivirus du marché. Et c'est sur la partie comportementale où là, on se rend compte effectivement que par défaut, il est en train de dumper des credentials, il est en train de communiquer sur tel IP, il y a peut-être des choses à regarder. Et quand c'est au début de la campagne, effectivement, c'est des signaux très faibles. Oui. Donc au début, on a aussi le réflexe peut-être sur un analyste SOC junior de décider de mettre ce fichier ou ce comportement de façon de le classifier de bénin finalement, parce que l'utilisateur vous explique qu'en plus c'est un super logiciel et qu'en plus il vous rend plein de services. Regarde, j'ai fait un super gâteau ce week-end et c'est grâce à Jackie. Donc il y avait ça aussi. Donc pour moi, la conclusion là-dessus, effectivement, sur la détection de ce type de menaces, c'est vraiment de plus en plus aujourd'hui, et ça c'est pas nouveau, et vous le savez mieux que moi, depuis une dizaine d'années, l'analyse statique, c'est un bon début, mais aujourd'hui c'est vraiment sur le comportemental, c'est sur la capacité à analyser un volume de log très important, où on trouve justement ces signaux faibles, et là on se rend compte que pendant quelques mois, quand même, Jackie, elle a quand même bien vécu sa vie et qu'elle a pu passer un peu inaperçue, en effet. Et puis avec cette promotion aussi qui a été faite sur le web. Alors justement, on a un deuxième sujet. Alors ça a cassé Internet, ça a vraiment divisé les experts, puisqu'il y a Anthropic qui, en septembre 2025, a sorti un rapport dans lequel il a annoncé qu'effectivement, il y avait eu une attaque qui avait été commanditée, donc du cyberespionnage, par IA Cloud, donc l'IA Cloud, et qu'elle avait été jailbreakée. Donc on lui a fait faire des actions en la faisant passer pour un outil de cybersécurité pour pouvoir justement couvrir une attaque, et que cette attaque était automatique entre 80 et 90%. Donc a priori, ce serait la première de ce type où on aurait une attaque entièrement commanditée et automatisée. 80 à 90%, c'est un chiffre énorme. Mais c'est aussi ce chiffre-là qui est un peu divisé. C'est-à-dire que les experts en cybersécurité, on a eu une partie qui n'y croyait pas, parce que c'est vrai que le papier n'est pas sourcé. Enfin, quand on regarde un peu le papier, il n'est pas tout à fait sourcé. Donc vous avez ceux qui vous disent qu'il n'y a aucune raison qu'Anthropic mente, parce qu'au final, Cloud AI, ça appartient à Anthropic. Donc ça revient quand même à pointer du doigt un outil qui leur appartient. De l'autre côté, des experts qui vous disent c'est quand même assez étonnant de voir ce niveau de sophistication.
Bon, on va pas répondre à la question parce qu'on n'en sait rien, mais moi, ce que ça m'amène quand même comme question, c'est lorsqu'on est dans une situation où on a des cyberattaquants, en tout cas, qui utilisent des outils qui sont automatisés, H24 présents, qui en plus apprennent et montent en compétences d'eux-mêmes, est-ce qu'on peut encore vraiment penser la cybersécurité ou la cyberdéfense sans IA? Est-ce que c'est révolu? Aujourd'hui, cyberdéfense, ça doit être fait avec de l'IA, on peut pas faire autrement. Je pense que oui. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire sans. Après, il y a qu'est-ce qu'on attend de nos partenaires et qu'est-ce qu'on attend de nous en interne. Il y a plusieurs sujets où on a besoin d'avoir des outils qui, eux, intègrent de facto pour justement avoir une volumétrie beaucoup plus basse, avoir que des qualités, que des tickets avec une qualité certaine et justement réduire la fatigue des analystes. Ça, c'est la première chose. Et le second point, c'est là, c'est ce que les outils permettent, mais derrière, on a toute la partie contextualisation de l'entreprise, du métier, et c'est comment nous, en supplément, on arrive à potentiellement créer des prompts pour nos analystes pour alléger leur charge de travail et gérer, encore une fois, que des tickets qui semblent legit pour à analyser. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter? Non, mais comme Fatima l'a dit, aujourd'hui, finalement, ce qui est important, c'est qu'on sait que les attaquants utilisent l'intelligence artificielle. Donc, côté de défense, finalement, il faut qu'on l'utilise aussi. Donc, reste à savoir qui va le mieux l'utiliser finalement aujourd'hui. On espère qu'on est quand même côté défense et que c'est nous les défenseurs qui allons l'utiliser le mieux possible. Mais aujourd'hui, c'est indispensable dans notre arsenal, que ce soit pour effectivement alléger la charge de travail des analystes, leur fatigue, mais aussi pour éventuellement aussi se protéger nous-mêmes. Moi, j'y crois pas trop. 90% de l'automatisation, il y a toujours, comme dans l'exemple que j'avais cité plus tôt avec Ask Jackie, il y a aussi un moment quelqu'un qui pilote la stratégie. Et donc cette stratégie, elle est quand même encore pilotée par un être humain aujourd'hui. C'est pas encore l'IA qui va décider de faire une campagne de pub pour lancer une campagne de malware sur un temps bien précis. On est aligné sur ça, mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le titre qui est Ouais. des pirates chinois liés à l'État. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire nous réellement quand c'est étatique? Et là, honnêtement, je pourrais pas répondre. Je vais te faire une confidence. J'ai assisté pour la première fois à une attaque d'une IA en 2019. C'était à l'European Cyber Week. Le premier CTF IA contre CyberRange. Il y avait 6 écoles qui étaient là, qui ont préparé le truc, et comme tout CTF, moi j'étais très curieux, et j'avais jamais vu ce que c'était une IA, donc j'y suis allé pour voir. Alors j'ai vu quand le go a été donné, c'est le général Tisser à l'époque qui était sous son commandement, qui avait planifié ça. Et donc quand il lance le go, je passe derrière les écrans, je vois du script qui défile, bon ok, c'est que ça, très bien. Et je m'attends à une session qui dure longtemps, comme les CTF, quoi. Et 90 secondes après, endgame. 90 secondes. Et ce jour-là, je me suis dit, le jour où on aura à faire face à des IA en réponse, réellement, les 100%, le jour où on sera face à ça, là, on basculera dans un autre monde. Et j'ai quand même l'impression, je ne sais pas si on y est, mais j'ai quand même l'impression qu'on s'en approche. Oui. L'agentique, etc. Enfin, nous amène de plus en plus vers ces moments-là. Et donc, les suites, c'est hollywoodien, quoi. C'est quand nos analystes auront plus le temps, ni même la capacité de comprendre ce que l'IA propose de faire pour endiguer une attaque qui doit être traitée dans les 10 secondes. Moi, ma terreur, c'est que ce jour-là, on lâchera les commandes. Et donc, ce sera l'overkill power, c'est celui qui aura l'IA ou la puissance de frappe la plus forte qui sera capable de dominer l'autre ou de se protéger contre l'autre. Et ça, c'est pas un monde très réjouissant. Non. Et donc, on en prend quand même le chemin. Alors, est-ce qu'on fantasme ou pas? Je ne sais pas. Mais pour l'avoir vu jouer en vrai une fois, ça questionne. Et puis quand tu vois la réalité, ça arrive à une vitesse. Moi, j'imaginais ça. Je pensais que mes enfants le verraient. Je pensais pas le discuter sur un plateau au jour d'aujourd'hui en se disant est-ce que nos gars sont suffisamment équipés, est-ce qu'ils utilisent bien l'IA pour contrer les IA malveillantes. Voilà, donc on en est là, on se pose cette question-là aujourd'hui, et à juste titre, nous on pense au pire pour ne vivre que le meilleur. Voilà, donc on essaye. Voilà, donc. Finalement, c'est ce que tu disais, Fatima, quand tu disais non. Enfin, quand j'ai posé la question, que tu as répondu non, on peut plus imaginer la cyberdéfense sans IA. C'est pas possible. Au vu de ce que tu es en train de raconter, David, on peut pas protéger difficile. nos sociétés sans. Moi, et justement, alors, est-ce que côté solution, on voit des choses qui sont, je dirais, à la hauteur de ce qui est proposé côté attaquant?
Aujourd'hui, c'est plus des outils de copilotage, d'aide à analyse plutôt que de stopper des choses très complexes. Et si je rebondis, sur ce que tu as dit, tout à l'heure, il y a aussi, au-delà des fournisseurs de solutions, il y a aussi des partenaires qui essayent de nous montrer, tous les potentiels chemins d'attaque pour l'AD, par exemple. Et là où on a des équipes de pentesters qui essayent de déterminer, et c'est leur rôle au quotidien de voir, j'ai réussi à atteindre l'AD par chemin ABC. Aujourd'hui, en fait, il y a des boîtes qui te permettent de dire, en fait, voilà l'exhaustivité de tous les chemins d'attaque. Et c'est là, en fait, c'est la partie scalabilité qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et ça devient un petit peu inquiétant. Alors, je voulais également parler d'un autre sujet, parce que quand on parle, en tout cas quand on a parlé de l'IA, on en a beaucoup parlé sur nos plateaux télé. Je me souviens, il y a 1 an, on parlait du risque du shadow AI, donc de ces collaborateurs qui vont justement utiliser des outils IA qui n'ont pas été validés par les équipes IT et qui peuvent d'ailleurs constituer un risque pour l'entreprise. Et l'une des réponses qui était apportée sur ce plateau, c'était de dire, eh bien, on va mettre en place des ChatGPT, BNP, Société Générale, que sais-je, en tout cas des IA internes qui sont bien contrôlées, bien fermées, etc. Bon, ça c'était il y a 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, on commence à avoir des retours un peu sur ce qui a été implémenté. Donc, je partage à l'écran justement une coupure de presse. Donc, la Société Générale qui a décommissionné justement son IA interne parce qu'elle n'arrivait pas à suivre face aux différentes évolutions de l'IA. Donc, elle ne pouvait plus répondre aux besoins, être à jour. Elle s'est tout simplement fait dépasser très rapidement. Est-ce que c'est le signe, donc ça, Société Générale, c'est pas les seuls, mais est-ce que c'est le signe justement que les projets maison finalement IA sont morts? Et du coup, comment on fait finalement, parce que la Société Générale, elle est passée sur copilote, est-ce qu'on sera pas dépendant à des géants? Comment on sécurise dans un contexte où les IA internes, on n'arrive pas vraiment à les faire évoluer? Ça marche pas. Mais avant déjà, est-ce que c'est le constat qu'on doit en tirer? Moi, je pense que la Société Générale, elle a elle a fait des choix probablement réalistes. Les IA que tu développes en interne, tu cherches je pense, souvent tu cherches des sujets de souveraineté, enfin de protéger tes données. Et donc ça, tous ceux qui sont confrontés à ces problématiques de protection de l'information ou de la confidentialité de tes modèles entraînés, voilà, parce que tu as des secrets que tu veux préserver, l'option interne reste bonne. On développe du machine learning depuis 10-15 ans, on continue à en faire. Et ça reste tout à fait performant et tout à fait pertinent. C'est les LLM qui ont un peu changé le game. Et la question, c'est LLM, pourquoi faire? Il y a des environnements dans le militaire, dans la recherche, dans la défense, évidemment, qui sont internes et ils ont tout à fait leur place, ils sont pertinents. Si c'est pour dessiner des bananes ou des œufs de vache, oui, l'IA générative publique, elle suffit largement. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux pas hybrider mes usages? Voilà. Des usages publics, pour peu que tu sois au clair sur ce que tu veux protéger et quel est le champ que tu autorises, ou auquel le risque que tu acceptes de prendre, on va plutôt le dire comme ça, avec les IA publics, après tu choisis tes dépendances. Donc là, tu as un autre sujet, c'est avec quels outils, quels outils j'utilise et comment je consomme la réponse qui me renvoie. Même il y a un petit sujet sur ce que ça renvoie comme réponse, mais à partir du moment où tu es conscient de ça, tu as traité une partie de ton sujet. Donc tu choisis tes dépendances. Et je suis pas étonné, nous aussi on fait des choix comme ça où on s'oriente vers des produits publics pour des usages pour qui ça ne pose pas de problème. Et c'est adapté. Et on fera pas l'équivalent en interne. On pourra pas concurrencer la course actuelle. Qui est folle, hein, qui est folle. Quand on voit les progrès sur l'image, sur la vidéo, c'est flippant. Les deepfakes aujourd'hui, je me rappelle en avoir fait un pour faire de la démonstration il y a 2 ans. Si je le ressors aujourd'hui, mais je suis ridicule. C'est comme si j'avais fait une image sur Paint, tu vois. Aujourd'hui, on est à un niveau qui questionne. Donc, voilà, pour quels usages? Et je pense qu'il y a encore une voie pour les usages sensibles, on va dire ça comme ça, sensibles. Chacun définit sa sensibilité, mais pas voilà. mort. Je pense pas parce qu'il y a des sujets pour lesquels l'apport de l'intelligence artificielle est extrêmement utile, et pour lesquels la confidentialité ne permet pas d'aller vers l'extérieur, ou en tout cas, on n'a pas les garanties suffisantes que
les modèles que j'utilise ne consomment pas les données que je passe, que ce soit le prompt ou les documents analysés, soit pour entraîner ces modèles, donc à mes dépens, par exemple, soit pour entraîner et puis pour redonner de l'info, voilà, qui n'aura pas lieu d'être publiée. Donc ça, c'est des choses qui sont complexes à évaluer. Pour avoir fait le test sur les produits de Microsoft, ça nécessite un contrôle assez pointu des protocoles qui changent avec les évolutions des produits. Donc la manière dont fonctionnent les systèmes peut varier dans le temps, donc il ne faut pas oublier de continuer la confiance n'exclut pas le contrôle, et c'est pas parce qu'on a contrôlé une fois que ça fonctionnait qu'il ne faudra pas le refaire plus tard. Donc sur les produits de ce type-là, il faut bien évaluer ce qu'on y met et comment ça fonctionne. Voilà, il faut bien avoir compris ça avant je suis certain que la Société Générale l'a fait. Vous en pensez quoi? Je pense exactement comme toi, David. En fait, c'est une question de sensibilité, de criticité. Clairement, tout ce qui est armée, banque, il y a un vrai sujet. Après, les cœurs de métier qui sont assez génériques, ça se discute. Et l'enjeu, c'est en fait, c'est pas notre cœur de métier. Donc, et la question, c'est comment on borne au vrai usage métier. C'est est-ce que on a une nécessité d'avoir un LLM en interne? Est-ce que la question n'est pas de justement voir les use cases qui vont apporter de la valeur dans notre entreprise? Et ensuite, il y a aussi un sujet où on voit des entreprises qui commencent à faire des partenariats avec des licences enterprise de ChatGPT et co. Et c'est encore une fois une question de confiance. C'est ce que tu as dit. C'est où est-ce que je mets le curseur, à qui je donne mon information. Tu parlais de Microsoft, Copilot est intégré, beaucoup de gens l'utilisent et instinctivement, vous avez compris, on se dit, mais en fait, j'ai déjà Microsoft a déjà mes données, pourquoi je me bloquerais avec Copilot ou whatever? Et il y a un vrai sujet sur la partie vraiment Shadow IA, quand on ouvre PDF Creator, Adobe, whatever, en fait, il y a de l'IA intégrée. Où va en fait le contenu de nos PDF, maintenant on ne les contrôle même plus. Donc globalement, le Shadow IA, c'est pas que les LLM, c'est vraiment partout. Et c'est comment on peut potentiellement se créer une catégorie pour dire ça oui, ça non. Mais je pense on met trop le spot sur les LLM, mais maintenant tous les outils ont leur propre IA intégrée. Alors justement, David, tu disais on peut choisir des solutions hybrides, donc un peu qui soient internes, un peu qui soient externes. Quand on choisit une IA en interne, est-ce que c'est le directeur de la cyber qui le choisit? Est-ce qu'il a un veto sur le choix de la solution? Comment ça se passe? Parce que de mon retour, j'ai eu quand même le sentiment que parfois on a deux stratégies entre le DSI et le CISO. Donc le DSI qui est très, je dirais, business oriented avec des performances de digitalisation. Et forcément, le CISO dans le métier, c'est plutôt de sécuriser. Et donc parfois, ça converge pas toujours. Donc moi, ma question, c'est qui a le veto? Est-ce que vous pensez que la partie cyber devrait? C'est la solution, honnêtement, je pense qu'on fait de moins en moins de veto. On est plus dans de la co-construction. Aujourd'hui, je pense qu'on a de la chance dans pas mal d'entreprises. Il y a des comités IA où il y a le légal, il y a la compliance, il y a la cyber, il y a l'innovation, il y a les métiers. Et en fait, on est inclus maintenant. Donc du coup, en fait, on n'est pas pris au dépourvu. Le vrai sujet, c'est que c'est beaucoup trop rapide pour nous. Et c'est comment on concatène ce genre d'informations et oui, parfois on peut voir des frustrations parce que il y a la partie contrôle qu'on essaye de mettre en place, mais c'est pas nouveau parce que l'IA. C'est la conduite des projets et c'est où s'insère la cyber comme d'habitude. Et justement, comment vous pouvez vous assurer que l'IA que vous utilisez est sécurisée? Est-ce qu'il y a de la transparence autour des outils des coopérations que vous avez ou des choses qui sont vérifiées? Ça, c'est compliqué. C'est comme si on demandait à ces boîtes-là de venir les pentester, de faire des vrais audits. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a la capacité de le faire, si on a l'expertise pour le faire. Et honnêtement, on n'y est pas encore. Je te rejoins, l'accélération est compliquée. Une nouvelle techno,
comme tout, c'est son usage qui peut faire sa dangerosité. Donc nous, c'est ça qu'on regarde. Encore faut-il en comprendre les facettes. Quand moi j'ai commencé à me poser la question, waouh, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les risques, de quoi il faut protéger, qu'est-ce qu'il faut que je protège mes utilisateurs, est-ce qu'il faut que je protège les modèles de données, les données d'entraînement. Quand tu commences à faire le panel des sujets dont finalement tu es à peu près le seul à ce stade-là à te préoccuper, et c'est normal, c'est super fun le truc, ça fait des bananes flambées, machin, qui bougent, qui sautent. Mais c'est super. Donc l'engouement fait que tu es un peu le seul à poser les questions qui embêtent tout le monde. Et du coup, tu deviens un peu un architecte de la confiance, quoi, dans ce domaine-là. Donc ça dépasse ton cadre strict. Tu te poses des questions éthiques, juridiques, etc. Et tu vas interpeller tout le monde. Et puis tu essaies de faire un peu un assemblage global. Tu vas essayer d'amener quelques contraintes en disant, attendez, là, il y a un écart. Là, je vois que si vraiment ça, on le fait pas, tu vois, notamment sur la partie développement, entraînement, expérimentation. Typiquement, les comités IA, voilà, c'est des choses dans lesquelles on doit pouvoir être pour s'assurer, par exemple, que l'IA Act a bien été pris en compte et qu'on n'est pas en train de faire des folies au sens juridique, qu'on les a bien pris en compte. Quand tu amènes ça, au début, tu es un peu le seul à dire à quoi IA Act c'est parce que c'est pas la préoccupation. On veut trouver il y a le hype cycle qui fait que on est dans l'engouement et c'est normal. Donc voilà, il faut y aller. Nous, on a fait le choix, je crois que le gros buzz c'était début d'année. Nous à l'été, on avait sorti un papier en disant attention, voilà, il y a un truc qui est interdit, c'est les données classifiées sensibles, pas que sur les IA internes. Les autres, les données publiques, pas sensibles sur les IA publiques. Ça c'est clair. Quelques tips pour quelques conseils d'utilisation. Attention, les résultats, faites attention, voilà, du bon sens. Ça tenait sur un A4. D'accord, donc veto non parce qu'on n'était pas plus intelligent que les collègues et puis comment se protéger, se défendre. Honnêtement, on a appris en avançant. Donc oui, la rapidité nous aide pas à être clair, mais en tout cas, si bien quelqu'un a un rôle pour garantir la confiance, je pense qu'on endosse ce rôle-là au moins au début, et puis après on renvoie avec les risques, puis les exemples qui arrivent permettent aux équipes de s'approprier. Ok, c'est bien, ça fait des trucs cool, mais attention, les données, faut pas qu'on se les fasse voler. Au fait, notre modèle, ah ouais, je l'ai perdu, donc quand même ça a de la valeur. Voilà, donc ça c'est des choses, c'est une éducation finalement collective qu'on acquiert par l'expérience et l'expérience partagée, d'où les témoignages ce soir, qui font qu'on y arrive. Mais ouais, non, le RSSI qui dit non à tout, on évite. Après, tu as dit quelque chose tout à l'heure, l'IA, pourquoi faire? Et donc, moi, je sais que j'ai des clients qui ont aussi, suivant les métiers, interdit l'IA. Aujourd'hui, si je suis dans un métier où il y a beaucoup de créatifs, j'ai pas envie que ce soit l'IA qui génère la nouvelle collection de pullovers, de sacs à main, ainsi de suite. Et donc là, aujourd'hui, je veux aussi bien restreindre tout ça. Ah bon? Et j'ai même lu aussi cette semaine qu'il y a une société qui fait des figurines pour jeux de rôle, je ne savais même pas qu'elle existait, son action a pris je sais pas combien de pourcents en bourse parce que justement elle a annoncé qu'elle n'utiliserait pas l'IA dans la confection des savoir-faire. Donc c'est comme le petit film de Intermarché. Voilà. Ah oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de petites choses comme ça faites entièrement par l'humain et ça attire. Ça prend le contre-pied, mais il n'empêche que l'IA restera présente et effectivement il faut savoir sur quoi on veut la positionner et pas la positionner. Donc là l'exemple que tu cites c'est plutôt des valeurs de l'entreprise, son business model, etc. Dans d'autres cas c'est le risque, la confidentialité, des enjeux de cœur business que tu dois protéger. Voilà, donc nous notre enjeu c'est de transcrire des risques technologiques en risques métiers. Voilà, et de se dire si est-ce qu'on est collectivement on est d'accord pour prendre en compte ces risques-là et les évaluer et puis continuer à les réévaluer à l'aune des actualités galopantes. Donc et en vrai le sujet reste le même, c'est la data, le risque, c'est toujours les mêmes sujets, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qu'on change les paradigmes, mais vraiment la complexité c'est la rapidité. Voilà. Et il y a un vrai sujet sur la productivité, on le voit, ça réduit le temps des personnes, ça permet d'analyser très rapidement et nous on vient un peu en contre-pied, mais encore une fois s'il y a des comités IA, si on est intégré tout de suite, le sujet est en fait c'est selon la maturité de l'entreprise aussi.
Est-ce que les gens ont, tu parlais de l'IA Act, nous chez Accor, c'est pas la cyber qui l'a amené. C'est, tout de suite l'équipe qui gérait, l'IA Committee l'avait déjà intégré, l'avait déjà analysé et avait regardé les éléments qui étaient, potentiellement applicables pour l'entreprise. Donc on a cette chance-là d'avoir une maturité certaine qui fait que, on n'est pas les seuls à réfléchir à la sécurité de l'information. Alors justement, je voulais partager avec vous la rétrospective 2025 de Sentinel-One sur le cybercrime. Et parmi les tendances majeures identifiées, Sentinel Labs souligne la surveillance active des communautés de défense par les cybercriminels eux-mêmes. Alors justement, qu'est-ce que ça implique exactement et est-ce que c'est appuyé par l'IA? Alors appuyé par l'IA, comme beaucoup d'attaques aujourd'hui, oui, forcément, parce que on est une nouvelle cible entre guillemets côté défense et pas que seulement côté éditeur de logiciels. Ce que j'ai retenu moi de ce rapport finalement, c'est alors souvent c'est un peu comme la mode finalement, c'est un peu un éternel recommencement. Bon, historiquement, j'avais l'impression que dans une entreprise en fait, qui était le plus visé finalement, c'est les ressources humaines. Donc les ressources humaines, souvent on regarde un peu de plus près parce que eux, leur métier, qu'est-ce que c'est? C'est d'ouvrir des fichiers de gens qui ne connaissent pas. Alors c'est pas que ça leur métier, mais ça fait partie de leur métier. Donc il y a un risque quand même qui est un peu plus grand. Le risque aujourd'hui aussi avec les entretiens qu'on peut faire à distance, il est aussi accru parce qu'il y a des phénomènes de deepfake et des fois on n'est pas sûr de parler à la bonne personne. Et justement, c'est un peu ça que nous on a relevé finalement, c'est qu'aujourd'hui on est devenu une cible. Alors quand je dis nous, c'est pas simplement Sentinel-One, c'est les défenseurs de manière générale. Les gens principalement les gens des SOC, des CSIRT, des CERT, les gens en fait finalement qui s'intéressent aux renseignements, à la threat intel, les attaquants finalement, les cybercriminels, ils posent des leurres pour attaquer ces gens-là finalement pour recevoir de l'information. Et il y a pas longtemps, ce qu'on a trouvé, c'est ils distribuent des rapports de tiens, on ne sait pas ce qui s'est passé sur telle entreprise, comment ils se sont fait attaquer. Eh bien, il y a quelqu'un qui a un profil LinkedIn tout à fait nickel avec une super expérience et qui va faire un papier, un PDF et qui va le mettre à disposition. Seulement que ce PDF, cette personne n'existe pas. C'est quelqu'un qui l'a mis là juste pour l'armer finalement et puis infecter l'entreprise, pour passer côté défenseur, pour comprendre comment les défenseurs réfléchissent aussi et comment mieux rentrer dans l'entreprise. Et puis après, aujourd'hui, le stade ultime aujourd'hui, et là où on a beaucoup d'inquiétudes côté Sentinel-One et sur lequel on a changé beaucoup de process, c'est les process de recrutement. Aujourd'hui, on a peur de recruter un espion, clairement. Ça fait partie aujourd'hui du jeu qu'un cybercriminel qui fait partie d'un groupe d'attaquants arrive à passer tout le processus d'entretien pour arriver chez nous, comprendre comment ça marche, et du coup, forcément, partager cette information avec son groupe pour permettre de pirater nos clients. C'est ça pour nous le risque aujourd'hui. Alors, justement, juste pour revenir sur l'IA dans les métiers, je me souviens qu'on avait eu pas mal d'échanges avec certains experts qui disaient l'IA, ça va permettre aussi d'alléger, donc on ne va pas remplacer les équipes. Bon, alors, j'ai eu une autre émission où les gens disaient si, ça va les remplacer, mais on disait ça ne va pas remplacer les équipes, mais ça va permettre de les décharger, notamment dans le SOC où toute la manne d'informations, d'analyse peut être faite par une solution. Aujourd'hui, avec un peu de recul vis-à-vis de tous ces SOC automatisés, est-ce que le ROI a été réalisé par rapport justement au remplacement du manque de main-d'œuvre qu'on pouvait avoir et puis aussi à l'allègement des équipes? Alors, pas chez moi, mais c'est vrai que la question de l'augmentation des analystes se pose parce qu'on manipule des tonnes d'informations, on doit les croiser rapidement. Donc indéniablement, ces outils-là sont nécessaires. On l'a déjà évoqué. Est-ce que ça remplacera les SOC 1, SOC niveau 1 ? Peut-être un jour, probablement, mais du coup au profit d'une partie de l'analyse qui a plus de valeur finalement. Donc, je pense qu'on va plutôt renforcer, on va déplacer nos équipes à des tâches moins rébarbatives. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer de mieux comme usage d'une technologie, c'est de la décaler, décaler la place de l'humain sur des choses à valeur ajoutée et de laisser la digestion de tonnes de logs à un outil qui fera ça d'ailleurs de toute façon bien mieux que nous. Donc ça, c'est plutôt comme ça que moi je l'imagine déployé. Et aujourd'hui, effectivement, on sent que notre performance sans ces assistants-là
qui nécessitent quand même une compétence de base. Hein, attention, je dis bien des assistants. C'est des outils qui accélèrent, c'est pas des outils qui font à la place d'eux. Donc, il faut quand même des gens qui comprennent ce que le résultat et qui puissent l'interpréter pour donner suite ou pas, avec tous les dangers de leur âge, de tromperie qu'il peut y avoir. Hein. Ça, on va effectivement rentrer dans un jeu. Enfin, on est déjà dans un jeu de toute façon du chat et de la souris, y compris avec les défenseurs, mais pour moi, on va pas remplacer, en tout cas à très court terme, nos analystes. Par contre, on va leur donner plus de capacités, des capacités d'avoir des synthèses auxquelles ils n'accédaient pas jusque-là, des croisements avec d'autres fichiers, etc., enfin, d'autres sources internes, externes, voilà, ça c'est évidemment. Et comme toujours, à chaque fois, quand tu manipules une information, sa source, sa véracité, voilà, c'est quelques fondamentaux qu'il faut pas oublier. Mais voire même, ça peut aussi peut-être permettre aux équipes de rester, parce que j'ai cru comprendre que les SOC analystes avaient une durée de vie dans l'entreprise qui était faible, et que c'était aussi lié au fait qu'une partie de leur travail peut être un peu rébarbatif, un peu comme tu disais, peut-être pas à valeur ajoutée, donc au bout d'un moment, certains s'en lassent. Donc ça permet peut-être, si on allège les équipes, je sais pas Fatima ce que t'en penses, mais ça permet potentiellement aussi de fidéliser. Oui, globalement, en fait, il y a le sujet de niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans son entreprise. Je pense que les analystes niveau 2 ont passé déjà toute cette partie triage, et il y a la notion de... tu disais ça ne remplace pas l'humain, mais il y a la notion de triage qui est aujourd'hui très importante et qui était bien avant la partie IA, et c'est comment ça accélère cette partie-là, et je pense que c'est ce que font, sur quoi travaillent les solutions de MDR, justement, même pour vous, pour que vos analystes ne perdent pas du temps sur des choses qui sont très vite obsolètes. Et il y a un questionnement de... Je pense qu'on aura toujours nos analystes, mais que le métier se transforme, mais qui se transforme pas juste en ayant plus de qualité sur de l'analyse de scénarios, mais aussi comment ils s'adaptent eux avec des prompts qu'ils aient la capacité de gérer eux-mêmes. Et comme tu disais, c'est des assistants. Mais les assistants ne sont pas nécessairement des assistants sur étagère qu'on achète. C'est aussi permettre aux gens de la cyber de s'adapter et de faire leur propre prompt pour justement travailler. On a le sujet avec les pentesters qui ont tous un peu leur petite boîte à outils en disant en fait j'ai ma petite tambouille, et en fait le next step c'est la petite tambouille de chacun, même si on a envie d'automatiser, de processer les choses. Il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui on est noyé par la volumétrie. Et le point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de gérer tout le scope? Est-ce qu'on couvre toutes les choses dans une entreprise? Et en fait, on aura toujours besoin d'analystes. Et en fait, ça va nous permettre d'étendre le scope de couverture de défense. Voilà. François, toi, c'est quelque chose aussi que tu perçois? C'est ce qu'on voit effectivement chez nos clients, c'est qu'on ne va pas remplacer des analystes. C'est le message aussi rassurant qu'on passe, parce que des fois aussi, quand moi, en tant que vendeur, je me présente face à ces gens côté SOC, ils ont peut-être aussi une certaine inquiétude que cet outil va prendre leur place. C'est pas du tout le cas. L'idée, c'est vraiment d'aide de prise à la décision, et au-delà de ça aussi, peut-être de recommandations derrière. Donc, je suis analyste niveau 1, je vois une commande PowerShell avec tel argument qui lance ça. Bon, je sais pas forcément, j'ai un petit résumé. Et en tout cas, j'ai 2-3 questions derrière aussi qui m'amènent à penser, à avoir une petite réflexion un peu creusée derrière. Et je trouve ça quand même important parce que, bon, vous savez mieux que moi, les alertes, il y en a quand même quelques-unes. Et après, il y a la partie réponse aussi, qu'on pourrait peut-être automatiser. On parlait d'MDR tout à l'heure, t'en parlais. Typiquement, nous, les réponses qu'on va proposer dans les produits, forcément, elles sont pondérées aussi par rapport à ce que nos équipes MDR ont déjà fait, en fait. Donc, on prend aussi ce verdict humain, finalement, en compte pour justement appliquer peut-être un poids différent sur un incident parce qu'on l'a déjà vu, parce que nos analystes ont déjà fait ça. Donc, on va donner aussi des recommandations qui sont issues de la vraie vie d'un vrai analyste niveau 3, SentinelOne, sur le pilotage de l'incident, finalement, à la plateforme. Et il y a aussi des services de CTI, par exemple, où
Moi, je me suis retrouvée un soir à vouloir aller un peu plus loin sur des sujets. J'avais pas forcément envie Mmh. d'embêter Ouais. mon équipe de SOC. Donc, du coup, je m'y suis connectée. Et en fait, il y a des agents qui permettent de simplifier l'usage. En fait, moi, j'étais novice sur l'outil, j'y suis allée et la navigation était très simple parce que il y avait il y avait un agent un copilote qui Mmh. m'aidait à naviguer en m'aidant à analyser. Je crois qu'on utilise le même. Peut-être, Ouais. mais du coup, ça simplifie vraiment les choses. Mmh. Alors forcément, on va parler, pour finir cette émission, des IA agentiques, donc les IA qui vont prendre des décisions et exécuter des actions. Comment vous gérez cet afflux de potentiel d'identité non humaine dans une entreprise? Et comme un humain. C'est une identité comme une autre, finalement, ouais. Pour moi. Mais pareil. Voilà. Ouais. Moi, je dirais quand même que, bon, une identité comme une autre, c'est-à-dire qu'elle va avoir des caractéristiques, elle va avoir des autorisations, etc. Globalement, les machines ont normalement moins de droits, ou en tout cas pas les mêmes. Ils sont différents que ceux qu'on va attribuer à des humains, qui sont plutôt sur des interfaces homme-machine, voilà, des applications ou des devices. Donc, les circonscrire à des usages maîtrisés paraît être une nécessité. Et donc, ces chatbots, ces bots, ces agents, etc., leur attribuer une identité, quand même elle soit machine, est nécessaire pour pouvoir assurer de la traçabilité. Donc on va assister à une inflation des identités à manipuler, avec cette nécessité, je pense, de les différencier et de les traiter comme tels, c'est-à-dire avec les contrôles, voilà. Ce sera plus difficile de faire de l'analyse comportementale sur ce type d'objets qui se comportent de manière, du coup, on ne sait pas, hein, puisque voilà. Alors que l'humain, on a à peu près les canons du comportement et ce qui en dérive. Là, il y a encore une technicité à découvrir, à apprendre. Mais je pense qu'on ira dans l'analyse comportementale de ces objets, ce qui peut-être ne relève pas d'un comportement attendu, et auquel cas on pourra essayer de le détecter et de réagir. Donc inflation, ça c'est certain, et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'elles sont sous contrôle. Le pire, ce serait qu'elles soient créées, qu'on les maîtrise pas, et du coup on serait pas capable de tracer ni de comprendre qui fait quoi. Voilà. Donc oui, donc les identités, ça va pas diminuer. Qu'est-ce que tu en penses, François? Sur cette partie gestion, justement, des agents, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais on parlait il y a pas quelques temps encore de Zero Trust. Et je trouve que finalement, si on remet le principe du Zero Trust aussi sur la gestion de ces agents IA et de ces bots, ça peut être intéressant, quoi. C'est une identité qui a un accès à une application pour peut-être une période de temps. Donc, d'avoir les règles d'hygiène classiques, en fait, les mêmes qu'on aurait sur un token, sur une API. On parle beaucoup d'MCP, d'agent agentique. Pour moi, du MCP, c'est les nouvelles API, finalement. Et aujourd'hui, dans tous les incidents aussi qu'on a vus sur les modèles LLM, il y en a beaucoup aussi, c'est parce qu'il y a une clé API qui a fuité. Et du coup, les attaquants, ils ont aussi entraîné leurs modèles, malheureusement, aux frais des victimes, aux frais des clients. Et comme vous le savez, beaucoup mieux que moi, ça coûte très cher. Donc, je crois que j'avais relu ça, je ne sais plus quelle entreprise, mais on estimait ça sur une fuite de clé API à plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, finalement. Parce que les attaquants ont trouvé la clé et du coup, ont entraîné leur modèle dessus. Donc, facile, entre guillemets, quoi. Et on arrive justement. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est un peu peut-être plutôt une ouverture, quoi, sur en fin d'échange. L'agentique amène alors une dimension décisionnelle, tu l'as dit, décisionnelle dans le champ informationnel. Moi, il y a un truc que je surveille aussi pas mal parce que je trouve que, ça pareil, ça a pris une accélération foudroyante. Je sais pas si vous avez vu les derniers retours du CES de Las Vegas sur la robotique. Ouais. Donc l'agentique est dans le champ informationnel, se positionne sur du décisionnel, c'est un peu nouveau, hein. Donc tout ça va prendre des décisions et faire des choses sur la base de raisonnements qui nous échappent. Donc voilà, on franchit une étape. Et l'étape dans le monde physique, mais je sais pas vous, hein, mais moi il s'est passé 10 ans là. On est en un an de temps.
Remémorez-vous Atlas, le robot qui peinait à courir sur ses 2 pattes. En 2 ans de temps, on fabrique des centaines de milliers de robots qui arrivent dans nos maisons, ils sont commercialisés. Et évidemment, il y a l'IA à l'intérieur pour gérer tout un tas de programmation utile. Et ça, c'est dans le champ physique. Voilà, donc on a l'application de l'IA et de ses usages dans le champ physique, qui est quand même une nouveauté qui, à nouveau, va arriver. On fera peut-être un jour un débat sur la robotique, avec peut-être un robot avec nous au milieu du qui plateau. aura un avis sur la question. Mais voilà, ça encore un sujet qui arrive avec une très grande vitesse, qui est pour moi dans le prolongement. C'est simplement le champ. Là, on avait le champ informationnel, on passe dans le champ décisionnel, et dans le champ physique, c'est déjà là, en fait. Voilà, ça s'est invité au débat, et je trouve que c'est un sujet qui va nous continuer à faire couler de l'encre. Je pense que tu as raison et tu fais bien effectivement de le mettre au centre parce que c'est vrai qu'on l'a pas traité et on commence à en voir. Moi, j'avais regardé un robot IA qui vous accompagne à la maison pour pouvoir faire le ménage, la lessive, tout, etc. Et pour des prix, en fait, moi, c'est le prix qui m'a étonnée parce que c'est vrai que quand on imaginait ce genre d'outil, pour nous, c'est tellement inaccessible que ça n'est pas chez nous pour 14 000 €. En soi, un robot qui fait le ménage, la vaisselle toute l'année pour 14 000 €, c'est pas si cher que ça par rapport à ce que c'est. On y réfléchit. Et ouais, 2-3 fois. Alors moi, ça m'a un petit peu refroidi quand j'ai vu que, en fait, ils enregistrent tout. Ils enregistrent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils font, et donc il y a toute la question de la donnée. Donc moi, personnellement, ça m'a un peu refroidi. Mais je suis d'accord avec toi, David, sur le fait que c'est en train d'apparaître ce qu'on pensait être du fantasme et du film. De la science-fiction. Voilà, de la science-fiction, c'est en train d'apparaître et de rentrer chez nous. Et effectivement, peut-être que dans un an, on aura une émission Risque Intel pour parler des robots boostés à l'IA dans nos appartements. Donc, je te suis bien sur cette tendance à venir. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis jusqu'à la fin. Ce soir, on était en partenariat avec SentinelOne. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, nous donner quelques commentaires. Nous aussi, on a envie de savoir si vous avez appris quelque chose ce soir. Et puis, je vous dis encore merci et bonne soirée. Merci. Yasmine.